Donc, je vous présente Julien Hanard, qui est détaché pédagogique au Forgy, où il s'occupe d'éducation au numérique et aux jeux vidéo, en particulier aux jeux vidéo. Il dit toujours qu'il n'a pas publié d'articles scientifiques, mais en fait, ses publications ressemblent quand même très fort à des publications scientifiques. Je vous laisserai les lire. Quelques-unes qui sont très intéressantes est sorti récemment. C'est un genre de manuel d'éducation aux jeux vidéo qui coordonne et dans lequel il intervient aussi, qui reprend des questionnements que justement Gaël a évoqués dans son exposé, et un numéro et un dossier d'Agir par la culture autour du jeu vidéo d'une part et des ateliers de jeux vidéo d'autre part, donc des ateliers de création, des choses très intéressantes si vous voulez mobiliser le jeu vidéo dans un contexte d'apprentissage, d'éducation, d'enseignement et sans doute encore beaucoup de choses. De quoi Julien va nous parler aujourd'hui, là il faut que je le relise, oui, c'est le jeu vidéo comme outil pédagogique, réfléchir et questionner les stratégies de réappropriation éducative. Julien, la parole est à toi. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation élogieuse. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'on a eu des petits problèmes de son tantôt. Ça va, on t'entend un peu plus faiblement que les autres, mais on va monter le son sur nos ordinateurs. Oui, je pense qu'il va falloir monter mon son parce qu'on n'est pas arrivé à régler ça. Et alors Bruno, tu peux, si tu veux bien, valider ma présentation. Je crois que ça va aller là. Voilà. Ouais, je vais appuyer. C'est immensément technique. Hein. En fait, il faut Gaël qui partage, je crois, ce... Ouais, mais normalement, maintenant, on doit avoir celui-là. Hein. Là, maintenant... Ah, c'était bon. Je crois que c'est bon. Non, c'est bon. Attends, on va rectifier. Il y a toujours un petit temps de latence, en fait. Ouais. Ah, voilà. Du moment où on a ça marche pas. Ok. Ah, je crois que c'est bon. Merci. Vas-y. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Je tiens vraiment à commencer mon intervention en remerciant bien sûr l'ULiège et bien sûr surtout l'équipe du Liège Game Lab pour l'organisation de ce colloque. Je veux remercier aussi bien sûr les intervenants et intervenantes précédents pour la qualité et surtout la variété de leurs contributions. Et je voulais insister, je pense comme plusieurs d'entre nous, pour remercier Paul-Antoine Colombani. Mais pour moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est lui qui m'a encouragé à postuler parce que moi, j'avais des doutes sur l'intérêt du fait de postuler à ce colloque, puisque comme ma pratique se situe en dehors du travail universitaire, je n'étais pas sûr que ça allait être très pertinent. Donc, ce que j'ai fait pour proposer quelque chose qui aurait peut-être justement une pertinence, mais en ayant cette limite en tête, c'est que j'ai choisi justement de revenir sur cette pratique et d'essayer d'en proposer à la fois une description, mais aussi une réflexion, une tentative d'analyse, plutôt qu'une intervention générale. Et donc, évidemment, Bruno l'a signalé, parce que je l'ai beaucoup signalé aussi en amont, comme il n'y a pas de recherche sur cette pratique et il n'y a pas d'études chiffrées, donc évidemment, cette intervention-ci ne peut pas avoir la rigueur nécessaire, enfin la rigueur universitaire requise, mais on va quand même essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc le contexte de mon travail, moi je suis initialement enseignant dans le secondaire, je suis diplômé en philosophie, sachant évidemment que la philosophie n'a pas la place en Belgique francophone qu'elle peut l'avoir ailleurs en Europe et en particulier en France, puisqu'il n'y a ni un cours de philosophie d'enseignement obligatoire que depuis peu. Et donc, pendant de nombreuses années, en fait, j'ai travaillé avec et à propos du jeu vidéo pour des analyses, des dossiers, des articles publiés dans différents sites et revues. On était plutôt sur une approche généraliste, avant de devenir, entre 2010 et 2018, le directeur de la partie jeux vidéo du Quai-10. Donc, le Quai-10 qui est un espace culturel qui existe toujours aujourd'hui à Charleroi, qui est une des principales villes, enfin, qui est la principale ville de la région wallonne. Et donc, qui, dans cet espace culturel, avait le premier espace d'exposition permanent du jeu vidéo. Et puis, à partir de 2014, ce travail s'est renforcé avec mon détachement pédagogique. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu travailler à temps plein et non plus sur mon temps personnel sur ces questions-là. Donc, je suis détaché pédagogique auprès de Forgy, qui est une fédération et organisation de jeunesse. Et donc, avec ces deux structures,
donc le K10 de 2010 à 2018 et puis Forgy de 2014 à aujourd'hui. Je travaille sur des questions éducatives, pédagogiques et culturelles liées aux jeux vidéo. Donc j'ai abordé vraiment, comme vous voyez, c'est assez large. J'ai aussi même travaillé en plus ces questions-là sur les questions industrielles. Je travaille encore. Mais aujourd'hui, je vais parler uniquement de l'angle pédagogique, soit très concrètement la question des ateliers que je donne depuis donc de nombreuses années. Je donne ces ateliers à différents publics. Donc il y a les exemples que je vais donner viennent de ces différents publics. Le premier public, c'est les élèves de l'enseignement obligatoire, l'enseignement primaire, secondaire obligatoire, donc qui, lors de leur visite scolaire au K10, donc avaient droit à des ateliers d'1h30, 2 heures. Puis pour le secteur jeunesse, donc ce sont des ateliers qui sont réalisés pour un public qui est entre 12 et 26 ans. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec Amélie Jacquemin et Julie Hermans, qui sont deux chercheuses enseignantes donc à l'UC Louvain, et nous avons co-créé ensemble des ateliers pour leurs étudiants donc en master économie, orientation entrepreneuriat. Et enfin, le dernier public avec lequel je travaille, ce sont en fait des professionnels de l'éducation, de l'enseignement, des espaces culturels et socioculturels à qui je donne des formations donc, depuis plusieurs années. Et vous pouvez retrouver le manuel référencé par Bruno juste avant sur ce site educageo.be qui est vraiment, c'est quelque chose de très très pratique et assez peu de théorie. Alors, pour parler de cette pratique, en fait, cette pratique, et ces ateliers, ils sont fondés sur une série de présupposés que je vais développer par la suite, mais ils sont surtout fondés sur 4 principes qui n'étaient pas proprement avec principes initiaux, mais qui sont plutôt apparus au fur et à mesure de cette pratique, justement. Donc, le premier d'entre eux, c'est que ces ateliers n'utilisent pas de serious game. Je pense qu'aucun des jeux que j'utilise n'est défini par les auteurs et autrices eux-mêmes comme des serious games, même si parfois ils peuvent être vendus comme des serious games, mais en tout cas, ils n'utilisent pas de serious games. J'expliquerai pourquoi après. Alors, ils détournent ou, comme le dit plus joliment Gaël Gilson, ils se réapproprient des jeux pensés comme des jeux et non comme des outils d'apprentissage. Donc, c'est pas des jeux pour apprendre, ce sont vraiment des jeux qui sont produits comme des jeux et diffusés comme des jeux, mais qui sont réappropriés. Le troisième principe, c'est qu'ils traitent les jeux comme des objets au service de l'apprentissage. C'est-à-dire que les jeux vidéo ne sont pas traités comme des sujets d'apprentissage, mais vraiment comme des outils au service d'un apprentissage qu'il y aurait majoritairement extérieur. Et enfin, le dernier point, c'est que ces ateliers travaillent pratiquement pas des savoirs, mais ils travaillent presque exclusivement des savoir-faire et des savoir-être. Alors, je vais développer ces quatre principes. Alors, la question des serious games. Donc, quand on a lancé cet espace, donc au K10, qui a fait c'est un appel d'offres en fait initialement. Et dans l'appel d'offres, il y avait effectivement sur les 10 pages du dossier, il y avait 4 ou 5 lignes sur le jeu vidéo qui étaient exclusivement consacrées au serious game. Et très très vite, avec l'équipe qu'on a montée, l'équipe jeu vidéo, on s'est rendu compte que il n'y avait aucun intérêt à exposer du serious game, que donc, le public, en tout cas des visiteurs, visiteuses, ne viendraient pas voir les serious games. Et même dans une utilisation pédagogique, pour les ateliers scolaires qu'on a fait, on y a très très vite renoncé. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on y a renoncé? C'est parce qu'en fait, les serious games, ou en tout cas dans ma pratique, des défauts structurels qui sont vraiment conséquents. J'en liste essentiellement 4 qui expliquent les résultats qui sont souvent assez catastrophiques des serious games. C'est que donc, le premier point, ce sont des demandes souvent de clients qui sont très très lourdes et des demandes qui ont peine à comprendre les exigences créatives des jeux vidéo. Ce qui fait que c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome Call of Duty. En gros, la demande, c'est faites-moi un Call of Duty pour apprendre la théorie de la relativité universelle. Donc là, on est sur quelque chose, voilà, il y a un décalage qui est quand même très marqué. Le deuxième point, c'est que c'est un secteur qui est exclusivement un secteur B2B, donc business to business, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des clients qui sont des institutions ou des compagnies et qui, en fait, produisent quelque chose, mais ne s'intéressent pas vraiment, ou n'ont pas de moyens de s'intéresser au produit final. Les studios producteurs qui eux-mêmes sont assez rarement intéressés parce ils voient surtout des rentrées régulières pour pouvoir produire des titres, des jeux plus classiques. Et enfin, il y a des usagers finaux qui font pratiquement exclusivement jouent à ces jeux dans un cadre contraint, ce qui évidemment rend la pratique peu enthousiasmante. Le troisième point, c'est que les budgets sont très faibles. On reste quand même dans un secteur où le budget moyen d'un jeu est très 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 faible. Et donc là aussi,
sur le Call of Duty, sur la théorie de la relativité, on va dire, on va ajouter dans la dernière minute qu'en fait c'est 15 000 € pour le faire. Ce qui évidemment est compliqué pour faire un jeu qui soit, qui est le niveau de finition de jeu qu'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà ce qui fait que les studios acceptent quand même, parce qu'ils ont besoin de ces rentrées. Et donc on se retrouve, c'est l'exemple que j'ai sélectionné, mais j'en ai cherché plusieurs et je peux vous jurer que j'ai trouvé des choses vraiment étonnantes, enfin difficilement attrayantes, on va dire. On se retrouve avec, pour l'essentiel, des QCM déguisés qui n'ont ludique que le nom finalement. Et le dernier point, et je pense que c'est peut-être même le plus intéressant à propos de Serious Game, c'est vraiment un aveuglement technophile généralisé à propos de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a cette promesse qu'on retrouve depuis 20 ans dans ce qui a été produit dans le discours sur le Serious Game, c'est que le jeu vidéo va motiver les jeunes à apprendre. Et c'est l'idée vraiment que... il y a deux idées derrière ça. Il y a cette idée que finalement, comme les jeux motivent, il suffit de faire des jeux pour apprendre, et donc ça va motiver aussi, ce qui est ne pas comprendre les mécanismes de l'apprentissage, puisque l'idée est plutôt de se motiver pour ce qu'on apprend, plutôt que de motiver pour le jeu, surtout qu'en plus souvent ces jeux, il y a un décalage complet entre l'apprentissage et l'action. Et puis, il y a cette idée aussi, qui est à mon sens pédagogiquement la plus grave, c'est l'idée de produits autonomes, c'est-à-dire qu'on nous a vraiment vendu... on nous a vendu une industrie qui avait dépassé, il y a des articles très intéressants là-dessus qui disaient, ben voilà, l'industrie du serious game va dépasser en chiffre d'affaires celle du jeu vidéo classique. Et puis, avec cette idée aussi que ces jeux vont remplacer les enseignants et enseignantes. Et donc ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est vraiment un des cul-de-sac fantastiques du serious game qui est complètement aveugle sur l'importance du lien dans l'apprentissage. Donc en gros, ce qui est intéressant, il faudrait en faire une rubrique plus générale, mais ce qui est intéressant avec le serious game, c'est qu'avec 15-20 ans de pratique, on se rend compte qu'en dehors des advert games, qui eux ont quand même obtenu un certain succès, on se rend compte qu'en fait les serious games, c'est un buzzword, c'est un concept vendeur qui a convaincu des décideurs, souvent peu au fait de ce dans quoi ils investissaient, d'investir, et c'est vraiment un oxymore qui promettait d'avoir le meilleur des deux mondes sans y être parvenu. Donc voilà, ça c'est sur la question du cadre. Les jeux choisis, puisque ce ne sont pas des serious games, en fait, ce sont pour l'essentiel des jeux issus soit du commerce, donc très majoritairement des jeux en ligne, très majoritairement du jeu indépendant, soit des jeux sur Itch.io, soit des jeux résultant de Game Jam, soit encore des jeux d'étudiants. Donc là, il y a un vrai travail aussi d'aller chercher des jeux. Je vais expliquer quels sont les critères de choix de jeu, mais en gros, de manière générale, c'est vraiment l'idée d'avoir une série de qualités qui permettent une facilité d'usage pédagogique et de prise en main. Et dans ces qualités, il faut essentiellement, ce qui est important, c'est qu'ils soient courts, parce que Gaël l'a bien relevé juste avant, on se retrouve dans un cadre d'enseignement, que ce soit dans les écoles ou en sortie scolaire, on se retrouve dans un cadre où on a un temps souvent très très limité. Il faut qu'il soit court, il faut qu'il y ait une prise en main qui soit directe, assez évidente, ce qui permet justement de pallier à toute une série de difficultés que je vais relever par la suite. Et alors, il y a l'idée de l'originalité dans les mécanismes, puisque, comme je viens d'expliquer, le cœur du travail avec ces jeux, c'est sur leurs mécanismes. Il y a aussi, essentiellement parce qu'initialement je travaille dans un espace culturel, l'idée aussi d'une esthétique et d'un gameplay original, mais c'est vrai que c'est relativement en retrait par rapport aux autres points. Alors, ce qui est important aussi de relever, c'est que, et c'est ce qui a fait aussi, ce qui était assez effrayant dans le discours qui était porté, et qui est encore porté aujourd'hui sur la place des jeux vidéo dans les apprentissages et l'enseignement, c'est que l'idée, c'est que les jeux vidéo ne sont que des étapes dans un cadre plus général, dans un parcours plus général. C'est-à-dire qu'il s'agit de construire un parcours dont les jeux vidéo sont un outil. Ils sont peut-être l'outil central, mais ce qui compte, c'est le parcours. Et ce parcours, très souvent, il avait 3 parties. Donc, la première partie, c'est donc l'introduction. Et en gros, l'introduction, il s'agit à travers essentiellement, on va pratiquer un jeu. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça peut être un jeu de rôle, mais ça peut aussi être un jeu vidéo ou un jeu de société. Et l'idée, c'est d'introduire la thématique et les outils conceptuels. C'est-à-dire, en gros, on met en place ce qu'on va utiliser pendant tout le reste de l'atelier. Et l'idée aussi, c'est de mettre en place une dynamique de verbalisation. C'est-à-dire qu'on va jouer et puis on fait un débriefing pour verbaliser et formaliser ce qui a été utilisé. Donc, verbaliser la thématique, verbaliser les outils conceptuels, ce qu'on va faire et avoir un retour critique sur ce qu'on vient de faire aussi.
Ensuite, il y a l'activité principale. Donc, l'activité d'introduction, on est sur une vingtaine de minutes. Ça dépend, c'est très variable d'un atelier à l'autre, mais on va dire qu'on est là-dessus. L'activité principale, elle, c'est l'idée de proposer un panel de jeux. Donc ici, soit dans un environnement où voilà, on a accès à une dizaine, vous voyez, on a accès à une dizaine de postes de jeu. Là, c'est facile. Les apprenantes vont d'un poste à l'autre et toutes les 7-8 minutes, on leur demande de tourner s'ils veulent. Hein. L'idée aussi est de laisser une vraie liberté. Et donc, l'idée, là, c'est d'appliquer ce qu'on a vu dans l'introduction en termes d'outils et de concepts et d'exercer justement des compétences. Gaël en a parlé, Gaël et Esteban en ont parlé juste avant, exercer des compétences. Et l'idée, c'est vraiment, c'est là en fait qu'on met en application ou qu'on va faire émerger ensuite dans la verbalisation, puisque à nouveau, ce qui est crucial dans, dans ce corps principal du parcours pédagogique, ce qui est crucial, c'est la verbalisation, le débriefing. Et puis enfin, on va faire un exercice de conclusion qui là, souvent en fait de manière collective, c'est presque toujours un exercice qu'on fait tous ensemble, propose de centraliser tout ce qui a été vu et de mettre en application une dernière fois. C'est aussi un sas de décompression et c'est aussi l'occasion de renvoyer aux participants et participantes une image d'eux-mêmes positive, c'est je suis capable d'exercer cela puisque je l'ai fait une dernière fois. Et donc voilà, j'ai insisté en disant que dans ces 3 étapes, les jeux à chaque fois ne sont qu'à un moment. C'est-à-dire que sur l'heure et demie, les 2 heures que durent ces ateliers, on joue entre 30 et 50% du temps total, puisque comme vous l'avez entendu, il y a vraiment un temps conséquent qui est consacré au débriefing, à la mise en commun collective et justement à l'exercice de cette verbalisation en commun. Et avec l'idée aussi que beaucoup de jeux, même des jeux solo par exemple, le dispositif va encourager à jouer ensemble. Comme la verbalisation va encourager l'idée que l'animateur, l'animatrice se mettent en retrait. On va être plutôt dans une perspective, parfois on peut poser des questions pour orienter, mais globalement il faut se remettre en retrait pour justement, à travers cette verbalisation, exercer des savoir-faire, des savoir-être et en tout cas travailler cette idée d'une analyse critique. Alors après, on reviendra sur comment ça se passe concrètement. Ce qui est très très important ici, ce qui à mon avis distingue aussi cette méthode d'un discours qui est par exemple porté dans les médias à propos d'Assassin's Creed, c'est qu'il ne s'agit pas tant de travail des savoirs que de travail de savoir-faire, de savoir-être. Donc sur le savoir-faire, on est plutôt effectivement dans des mises en application de savoir, soit de savoirs initiaux, soit de savoirs déjà acquis par les participants. C'est pour ça que l'âge aussi des participants va être important dans la préparation de l'atelier en amont. Et sur les savoir-être, on va plutôt être sur la question des interactions sociales, surtout comme vous l'avez vu que les ateliers insistent beaucoup sur ces interactions, que ce soit en jouant ou après en débriefant. Mais ce qui est justement ces apprentissages, savoir-être, savoir-faire, en gros, l'idée, c'est de travailler selon la thématique de l'atelier, je vais vous donner des exemples après, de travailler des notions qui peuvent donc être des notions plus ou moins générales, qui vont donc soit être appliquées par les savoir-faire, soit par les savoir-être. Et donc, en fait, le choix aussi d'aller dans cette direction, il vient à la fois de l'endroit dans lequel tous ces ateliers ont été conçus, c'est-à-dire donc le K10 où on était dans une sortie scolaire, les maisons de jeunes où on est dans ce qu'on appelle une pédagogie crack, c'est-à-dire où en gros il s'agit essentiellement de travailler à partir de ce que les jeunes savent faire, sont capables de faire et veulent faire. Et donc voilà, on est dans une pédagogie qui est tout à fait différente. Et puis il y a aussi le fait que beaucoup de retours d'ateliers, donc l'expérience acquise, hein, puisqu'ici on parle quand même d'ateliers qui sont faits sur plusieurs années, ont montré qu'en fait, dans la posture du jeu, dans le play, dans l'action dans le jeu, en fait, tout ça se concentre sur ce qui est la fiction du faire. Donc on est essentiellement dans le faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a le choix de travailler en fait du learning by doing et de travailler en définitive sur les mécanismes des jeux et pas tant sur leur thématique. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant en travaillant. Aujourd'hui, maintenant, je travaille beaucoup aussi avec des structures plus générales, des musées, des institutions de formation, etc. Et ce qui est très intéressant en discutant avec les équipes, c'est de partir d'une thématique générale à, en fait, utiliser des jeux qui n'ont plus rien à voir en termes thématiques, mais dont les mécanismes vont permettre de travailler les notions de cette thématique. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'aussi que j'en suis arrivé à travailler presque exclusivement sur des mécanismes de jeu et très très peu sur des thématiques. Alors,
ce qui est très, très important aussi à souligner, je crois que je l'ai beaucoup dit, donc je reviens encore, c'est justement cette idée d'interaction entre joueurs et joueuses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois dans les échanges pendant le jeu, il y a quelque chose d'assez fascinant à observer que même des jeux solo, en fait, vont très, très vite générer, surtout si vous proposez de larges écrans ou de la vidéoprojection, vont très, très vite générer une pratique collective. Par exemple, un jeu que j'utilise beaucoup en atelier, ce qui est Paper Please, mais très, très vite, tout le monde joue à Paper Please, en plus de la personne qui tient la souris. Et puis, il y a évidemment l'idée qu'en fait, dans ce débriefing, ce fameux débriefing, ce moment de recul critique, comme dit Julien Alvarez, cette distanciation critique, c'est l'idée d'une verbalisation commune. C'est-à-dire que donc, le jeu est peut-être un moment d'apprentissage, ça reste encore, voilà, aujourd'hui, enfin, je vais revenir là-dessus après, mais ce qui est surtout le moment d'apprentissage, c'est le moment de verbalisation commun. C'est-à-dire qu'en commun, les participants et participantes, les apprenants et apprenantes vont verbaliser ce qui s'est passé. Il y a des questions générales de l'animateur-animatrice pour orienter cette verbalisation. Et à travers cette verbalisation, l'idée, c'est de formaliser les apprentissages. C'est-à-dire de, par exemple, sur un atelier de philosophie, ça va être de dire, sur cette thématique-là, ce jeu-là, de quelle thématique parle-t-il, quand dit-il, et quelle est finalement sa conceptualisation de ce concept, pour reprendre les termes qu'on finit par utiliser à la fin de l'atelier. Et donc, à travers ce cadre, cette direction, cette orientation, l'idée, c'est que les apprenants, justement, formalisent ce qui a été vu et appris. Oui, il y a aussi un point, je vais essayer d'aller rapidement là-dessus, mais il y a cette idée aussi que vous avez vu que les ateliers, enfin, je l'ai relevé, les ateliers ont aussi comme objectif de donner une image aux participants et participants, aux apprenants et apprenantes, une image positive d'eux-mêmes. C'est-à-dire que de manière, dans la plupart des théories de l'apprentissage, on relève presque toujours que l'image des apprenants et apprenantes d'eux-mêmes, que ce soit avant, pendant ou après l'apprentissage, est absolument cruciale dans la capacité à apprendre. Et c'est vrai qu'en Belgique, en France aussi, mais en Belgique, c'est encore autrement, il y a un système qui est pensé structurellement autour de l'échec et de la réorientation. C'est vraiment le cœur de notre système, c'est ce que montrent la plupart des enquêtes et la plupart des études sur ce système. Et donc, on se retrouve avec un taux de redoublement, de réorientation, d'échec qui est très, très élevé. On a à peu près 2/3 des personnes qui passent par notre système d'enseignement qui vont être confrontés à l'échec, et donc à une image très, très dégradée d'eux-mêmes. Et ce qui est très intéressant, justement, en travaillant plutôt sur les mécanismes, les savoir-faire et les savoir-être, plutôt que sur les savoirs, et donc en partant aussi de ce média, c'est qu'on se retrouve avec un cadre qui dédramatise, qui propose aussi justement de partir quelque part de ce que les apprenants et apprenantes savent déjà faire, et que l'idée au sens qu'il n'y a pas d'échec dans le jeu vidéo, mais il y a des essais-erreurs où on va recommencer des choses. Même si on va le voir après, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je vais rapidement illustrer mon propos par un exemple, qui est l'atelier de collaboration et coopération. Donc, cet atelier commence sans que son sujet soit communiqué. Il est dit aux apprenants et apprenantes qu'ils doivent essayer de trouver quel est leur... Ah, je me suis trompé dans le sous-titre, c'est pas l'OVD, c'est le crayon collaboratif, qui doivent trouver donc quel est le sujet de cet atelier. Il y a deux types d'exercices introductifs. Il y a le crayon collaboratif que vous pouvez voir ici, où il s'agit donc de remplir différentes missions sur une grande feuille. Je remplace cet exercice pour les adultes par un autre jeu qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explode, où il s'agit en commun de désamorcer une bombe. Et donc, j'expliquerai pourquoi je fais cette différence entre adultes et enfants par la suite. Puis, donc, à travers un autre jeu qui s'appelle Black Stories, que j'ai légèrement modifié, où il s'agit d'essayer de découvrir, on a la fin de l'histoire, il s'agit de comprendre comment on en est arrivé là. L'idée étant, en gros, que ces exercices, enfin, ces jeux, qui sont des exercices, sont transformés en exercices, quels qu'ils soient, mobilisent confrontent les apprenants et apprenantes à des difficultés, qui doivent mettre en place des stratégies et mobiliser des compétences, avec succès ou pas, le jeu permettant justement cet essai-erreur. Puis on fait une mise en commun et on relève ces difficultés et les stratégies. Et là, en fait, à travers tout ça, on va à la fois verbaliser la thématique, mais surtout, et je crois que c'est ce qui est le plus intéressant de ces exercices, c'est qu'en fait, les apprenants et apprenantes vont comprendre
dans leur verbalisation, vont exprimer ce qu'ils ont essayé de faire, même parfois de manière inconsciente, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pourquoi est-ce que finalement la coopération et la collaboration, ben, ça marche dans une situation, mais ce n'est pas facile à mettre en place non plus. Ensuite, dans un second temps, l'idée c'est que donc on va proposer une série de jeux vidéo donc, qui mettent en application cette idée de coopérer, collaborer. L'idée étant qu'ils disposent donc d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour, enfin les apprenants d'une demi-heure, on dispose d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir tester les jeux, et puis on remet en commun à nouveau, avec ce moment de débriefing, de distanciation critique qui incite finalement les apprenants et apprenantes à poser un discours réflexif sur leur pratique. Et par exemple, Overcooked, ce qui est très très intéressant à relever, ou que c'est un jeu qui marche très très bien, et qui est peut-être un des meilleurs exemples de jeu commercial qu'on peut détourner pour travailler des savoir-faire et des savoir-être, c'est qu'Overcooked, par exemple, permet aussi de mettre en avant la dimension proprement politique de la collaboration et de la coopération. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, très très vite, il y a des modèles politiques qui émergent parmi les joueurs. Vous allez avoir des modèles anarchiques, vous allez avoir des modèles démocratiques, monarchiques. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très intéressant à observer, et le faire relever par les joueurs permet de mettre en avant ces modèles politiques qui, parce qu'ils ont été vécus, parce qu'ils ont été concrétisés, permettent d'être appréhendés et permettent, à mon avis, un cheminement vers une conceptualisation, une abstraction plus large de ces modèles politiques par la suite. Et puis évidemment, on conclut l'atelier général par un jeu plus court qui synthétise tout cela. Je relèverai que, comme je l'ai dit juste avant, ces ateliers n'utilisent pas exclusivement le jeu vidéo, puisque comme il s'agit en fait de travailler les mécaniques ludiques, mais en fait ça marche très bien avec d'autres jeux. Ce qui est intéressant, c'est que tous les jeux ne font pas la même chose. Par exemple, les jeux de rôle sont vraiment absolument excellents pour travailler la verbalisation, l'échange, et les jeux de société vont être très très bons pour travailler le rapport à la règle et la matérialité. Et ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que les jeux de société et les jeux de rôle sont beaucoup plus simples à contrôler d'un point de vue pédagogique pour l'animateur, l'animatrice, que le jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo, une fois que l'apprenant est parti, quelque part, il faut le laisser faire. Il doit aller dans toutes les directions dans lesquelles il peut aller. Avec les jeux de rôle et les jeux de société, c'est plus simple et l'échange est un peu différent. Ce qui est assez étonnant en termes de public, c'est que ces ateliers ont été pensés pour un public de secondaire. Hein. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis enseignant en secondaire, donc en Belgique, c'est 12-18 ans. Et en fait, ils se sont révélés tout à fait adaptés, mais de manière très différente, au public primaire, donc 6-12 ans, et au public de l'enseignement supérieur, universitaire, et de la formation pour adultes. Donc en primaire, en fait, ce qu'on a pu observer en équipe, c'est que les retours étaient très contrastés. En dessous de 10 ans, en fait, il y avait de vraies difficultés à l'appréhension de la manette, à l'appréhension des interfaces, à l'appréhension des jeux en 3D. Et on s'est rendu compte que, par exemple, les enfants étaient très sensibles aux aspects proprement matériels des ateliers. Par exemple, l'exercice sur le crayon, ils y faisaient perpétuellement référence quand il s'agissait de verbaliser quoi que ce soit pendant tout le reste de l'atelier. Donc là, il y a quelque chose de quand même intéressant sur le rapport au corps, même si difficile de généraliser à partir de cette pratique, puisque d'autres pratiques en Belgique, par exemple Jonathan Ponsard, qui est responsable du projet pédagogique de l'école communale fondamentale de Borlon, lui, il utilise avec succès Minecraft tout au long de l'année pour des enfants entre 6 et 12 ans. Pour des enfants entre 10 et 18 ans, les retours, les ateliers marchaient très bien, et là, il y a moins de différence, mais je me rends compte avec le recul que c'était des ateliers qui étaient quand même très guidés. Je serais curieux de les réessayer maintenant en guidant beaucoup moins le public. Et en fait, les ateliers, le public avec lequel ils ont le mieux marché, alors qu'il n'était pas du tout prévu pour eux, c'est le public des adultes. Donc les étudiants, des jeunes en maison de jeunes, des professionnels en formation, etc. Et probablement que c'est le public que j'ai rencontré plus tard dans ma pratique, donc qui était déjà une pratique très peaufinée, mais aussi le fait que la verbalisation et finalement l'abstraction qui est importante dans ces ateliers, elle est plus facile avec des adultes, notamment parce qu'ils ont, en termes de leur développement personnel, ils sont
enfin, même du développement de leur cerveau, c'est plus simple pour faire de l'abstraction, mais puis aussi, ils ont un parcours, où ils sont en train de faire un parcours supérieur qui permet cette abstraction aussi. Et donc, ça aussi, ça vient montrer, ça vient contraster, en tout cas, ma présentation générale. Alors, je reviens sur une série de présupposés qui sont inclus, en fait, en essayant justement d'avoir un recul un peu critique sur cette pratique. Je me suis rendu compte d'une série de présupposés. Je vais essayer de les présenter un peu rapidement. Je pense qu'il me reste 5 ou 10 minutes. Donc, il y a une série de présupposés dans cette pratique. Ce qui est assez intéressant à relever, c'est que ces présupposés sont rarement eux-mêmes relevés par les apprenants et apprenantes, sauf justement dans le cadre des formations, parce que dans le cadre des formations, donc à des professionnels de l'éducation et de l'enseignement, je leur demande de relever, c'est-à-dire puisque en fait tout ça fait partie d'une stratégie et souvent ces présupposés soutiennent cette stratégie pédagogique. Donc le premier d'entre eux, c'est l'idée que le premier d'entre eux, c'est l'idée que l'apprentissage est inhérent à tout jeu. Donc, à minima, les règles du jeu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être, qui se déploie pas forcément. Il y a une forme d'apprentissage au jeu, mais est-ce qu'on apprend à apprendre autre chose qu'à jouer au jeu? C'est vraiment toute la question. Et donc, finalement, pour pouvoir répondre à cette question-là, est-ce que cette pratique-là permet un apprentissage? En fait, je pense qu'il faut une étude quantitative, justement, et qualitative des ateliers à mener sur le long terme. Cette étude n'existe pas aujourd'hui. Le deuxième postulat, c'est l'idée que les jeux, quels qu'ils soient, vidéo, de société et de rôle, génèrent des interactions sociales qui sont propices aux apprentissages. De nouveau, ici, il y a une partie des postulats qui est aujourd'hui scientifiquement fondée. Pratiquement tous les champs de la recherche sur les questions d'éducation, que ce soit l'éducation dite nouvelle, que ce soit la psychologie de l'éducation ou aujourd'hui les recherches en neurosciences sur l'enseignement, toutes montrent l'importance des interactions. Et ce qui est intéressant justement, c'est de voir est-ce que les jeux vidéo ou les jeux en général généreraient ces interactions nécessaires à apprendre, voire des interactions de meilleure qualité pour cet apprentissage. De nouveau, ça reste à prouver. Le troisième présupposé, c'est l'idée, il est en rapport avec le cercle magique, c'est l'idée que le jeu, comme il génère un espace qui serait propice à l'essai-erreur, puisque les conséquences sont limitées, au pire on perd au jeu, et les règles sont différentes de celles de l'ordre social habituel, serait donc un espace propice à l'apprentissage. Donc ça, je pense qu'il y a au moins une chose à relever, c'est que ça a été dit notamment ici juste avant par Gaël, c'est que le jeu change de nature quand on l'utilise, et notamment quand on l'utilise pour l'enseignement. Est-ce que ce changement de nature fait qu'on est toujours dans le cercle magique? Ça, c'est une vraie question. Et puis, il y a aussi l'idée que... Enfin, le deuxième point qui est peut-être encore plus important, c'est finalement, c'est un jeu contraint. Est-ce que sans liberté, on joue encore ou on fait autre chose? Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont cruciales. Et en fait, ce que je pense, c'est que tout simplement, dans ces ateliers assument le fait qu'on ne joue pas. Enfin, si on joue, mais on ne joue pas comme on jouerait autrement. Et donc, c'est peut-être autre chose. Et donc, finalement, on peut dire qu'il y a probablement un cercle magique encore, mais que c'est un cercle magique light. Quatrième postulat, c'est l'idée du transfert des compétences. Alors ça, c'est une question qui est posée par tous les professionnels de l'enseignement et de l'éducation que j'ai pu rencontrer. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut être sûr que ces compétences qui sont travaillées dans les jeux sont transférables à la pratique, enfin aux autres apprentissages. C'est vraiment une question qui n'est pas tranchée, parce qu'en fait, finalement, cette réappropriation, c'est comme une opération chirurgicale. Est-ce que le patient survit à son opération? Est-ce que la nature du jeu n'est-elle pas tellement changée que, en fait, c'est pas du jeu, c'est un exercice scolaire, quoi. Et donc, finalement, y a-t-il ou pas ce transfert? Et en tout cas, pour ces ateliers, ils sont construits non pas à partir des jeux, mais à partir des référentiels scolaires. Et donc, l'idée, c'est évidemment de dire, à partir de ces référentiels et des notions qui sont mises en avant, on va penser à ces ateliers. Donc, est-ce qu'il y a transfert ou pas? Ou est-ce que le jeu est tellement soumis à ces référentiels qu'il finit par s'y perdre? De nouveau, c'est difficile d'être très, très affirmatif là-dessus.
Et enfin, dernier postulat, c'est l'idée que le jeu serait un environnement socialement plus ouvert pour l'apprentissage. Et ici, le socialement doit vraiment être entendu à la fois au sens des interactions sociales dont j'ai déjà parlé, mais aussi au sens des classes sociales. C'est-à-dire qu'on a en Belgique francophone très clairement un enseignement qui est très, très marqué socialement et qui, quand on voit par exemple sur les enquêtes PISA, les différences de taux, donc le taux d'échec est globalement de toute façon très élevé, mais ce qui est le facteur crucial pour expliquer les différences d'échec, c'est la classe sociale. On a un taux d'échec chez les classes populaires qui est à peu près de 85% et qui est à peu près d'un tiers dans les classes sociales les plus favorisées. Donc là aussi, il y a cette idée que le jeu en général, le jeu vidéo en particulier, proposerait un environnement plus accueillant, notamment parce qu'en fait, il est fondé sur l'essai-erreur. Et le droit de recommencer, l'idée qu'il n'y a pas de pénalisation définitive. Et donc ça, évidemment, par rapport à un enseignement qui, lui, est basé sur l'échec, l'idée, c'est que le jeu, s'il s'introduit dans cet enseignement, pourrait, en tout cas, si pas éliminer l'échec, mais proposer un autre rapport et justement essayer de réorienter ça. Voilà, ça, c'est le postulat. Ça, c'est vraiment un postulat très important. Est-ce que ça marche ou pas? À voir. Et alors, le dernier point, en fait, qui est un peu un passager clandestin du postulat précédent, c'est l'idée que ce serait une culture plus ouverte socialement, c'est-à-dire que ce serait une culture plus populaire, plus accessible. Je pense que ça a déjà été démontré par vraiment beaucoup de travaux qu'en fait, pas tout à fait. Il y a Romain Vincent, Gaël Gilson, bien sûr, mais aussi Thibaut Philippette, Julie Delbouille, Fanny Barnabé, qui ont parlé à quel point, qui ont parlé justement de ces cultures, enfin cette culture vidéoludique, et montré que c'est aussi un acquis et qui est aussi marqué socialement. Alors j'avais plusieurs exemples, mais je vais passer dessus. Et donc, l'idée aussi, c'est que concrètement, on voit bien dans les ateliers avec les élèves et les apprenants que quand la culture n'est pas acquise par la personne qui est en train de jouer, c'est à l'animateur et à l'animatrice à compléter. Et donc ça, en tout cas, ça pose question. Ça peut être compensé par le choix des jeux plus accessibles, mais ça montre en tout cas que ce n'est pas du tout un aspect à négliger. J'ai oublié, voilà. Vous remarquez que je n'ai pas parlé d'un point qui est très important quand on parle de jeux vidéo et d'enseignement, c'est la motivation. Pour moi, évidemment, je pense qu'on a sans développer plus loin, il y a vraiment une incompréhension profonde de ce que c'est que la motivation à apprendre. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'apprentissage, que ce soit une fois qu'on a appris quelque chose, de se rendre compte qu'en fait, il y a une application concrète, ou de ce soit de la motivation à apprendre quelque chose, à aller vers quelque chose, ce qui est la motivation, si elle est déconnectée de ce qu'on apprend, en fait, ne tient pas. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, l'exemple type d'une motivation exogène, c'est Classcraft, qui est pensé pour pouvoir s'adapter à toutes les formes d'apprentissage et qui, justement, leur est complètement extérieur. Et ce en quoi travailler sur les mécanismes des jeux permet, à mon sens, une motivation, c'est qu'en fait, en utilisant le mécanisme, on utilise des savoir-faire et des savoir-être, et donc c'est là-dessus qu'on travaille, et donc les deux sont connectés puisqu'on apprend ce qu'on est en train de faire et on fait ce qu'on est en train d'apprendre. Voilà, donc ça soulève vraiment toute une série de questions. Je pense que j'ai posé finalement plus de questions que d'affirmations, qui seraient à travailler, à développer. Je vais conclure sur 2 points, qui sera la conclusion de mon intervention, de ces années de pratique, il y a 2 choses qui, en tout cas, m'ont énormément frappé. C'est le décalage absolu entre un discours général, que ce soit un discours qui est quand même principalement médiatique, mais pas que, qui est cette idée d'un solutionnisme. C'est-à-dire que toute la technologie résoudrait en fait tous nos problèmes. Et ce qu'on peut voir avec l'utilisation des jeux, des serious games, de la gamification, etc., c'est que pas du tout. Au contraire, ce sont des cul-de-sac. Et c'est comme, en fait, si finalement, on se retrouvait face à soit à un discours médiatique, soit à des décideurs, décideuses qui sont finalement incapables de vouloir rentrer dans autre chose que ces buzzwords, ce solutionnisme, et finalement une compréhension très superficielle des questions d'apprentissage, notamment sur les questions d'inégalité scolaire. Il est évident que le jeu seul ne va pas réduire les questions d'inégalité scolaire, puisque le problème est notamment sur la question de l'échec. Et ce qui est intéressant dans cette idée de buzzword et de simplification, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le terme qui a remplacé serious game ou serious gaming, c'est la gamification.
Et quand on sait d'où elle vient et quand on voit comment elle est utilisée, et notamment comment elle pousse les travailleurs et travailleuses à travailler plus sans gagner plus, puisqu'il s'agit en gros de manipuler à travers de la gratification, mais qui est exogène, que ce soit à l'apprentissage ou aux salariés. Il s'agit de manipuler les personnes qu'on a en face de soi. Et on se retrouve avec des résultats. Voilà. Est-ce que la gamification fonctionne dans les apprentissages? Je ne pense pas. De nouveau, parce qu'il y a quelque chose d'exogène, et puis parce qu'il y a aussi quelque chose de profondément malhonnête, mais on se rend compte que le besoin pourtant marche, et aujourd'hui, les demandes sont essentiellement sur ces questions. Et je terminerai en fait en disant que finalement, s'il fallait que je retire une seule chose de cette pratique de réappropriation de jeu pour les apprentissages, c'est qu'en gros, finalement, le cœur de tout ceci, ce n'est pas tant les jeux en eux-mêmes, ce n'est pas tant l'idée qu'il y aurait dans les jeux une capacité par nature à travailler, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est la stratégie générale que vous mettez en place, c'est-à-dire la manière dont vous allez utiliser des outils qui sont à votre disposition, qui ont des qualités, mais qui vont dépendre de cette stratégie justement, c'est-à-dire du parcours que vous allez créer. Donc ça, probablement aujourd'hui, ce serait la principale conclusion, qui rejoint de manière intéressante ce que disait Romain Vincent dans son mémoire. Les jeux vidéo ne changent pas tant l'école que l'école change les vidéos. Et moi, je ne tire vraiment absolument pas une autre conclusion, c'est juste que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, je tire juste une autre conclusion que lui de cette observation, c'est qu'on ne joue pas pour apprendre comme on joue dans d'autres contextes. Néanmoins, cela ne disqualifie pas cet usage des jeux vidéo tant que ceux-ci sont pensés et intégrés dans une stratégie pédagogique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Julien, pour ton intervention passionnante. Il nous reste un petit peu de temps pour des discussions, pas beaucoup. On va quand même prendre quelques questions. Est-ce qu'il y en a déjà dans le chat, Fanny? Non, pas encore. Il y a des félicitations dans le chat. Mais donc, je répète que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas et je les répercuterai à Julien. Par contre, moi, j'ai une question, si jamais. Je t'en prie, je ne sais pas si on t'entend. Ouais, je pense qu'on t'entendra quand même suffisamment, malgré le fait qu'il manque la caméra. Oui, ça change rien. Je vais parler en direction de la barre de son. D'accord. Mais merci beaucoup, Julien, pour toutes ces applications. En fait, j'ai une question qui m'est venue suite à l'écoute des présentations de Thomas, puis de Gaël, puis de toi, et qui est un peu théorique peut-être, mais par rapport à ce qu'a dit Thomas tout à l'heure sur l'importance de revaloriser l'expérience sensible des joueurs et des joueuses, et comment dire, oui, à revaloriser ça au même titre que l'interprétation ou l'herméneutique. Est-ce que tu penses que ce serait possible de développer des applications en classe ou des applications comme celle que tu as expliquées à visée pédagogique, mais qui se basent du coup sur plutôt une réception vraiment sensible du jeu et pas tellement interprétative finalement? Parce que en t'écoutant, mais aussi en écoutant ce que disait Gaël tout à l'heure, finalement, vous montrez notamment l'importance de la verbalisation, de la réflexivité, pour conceptualiser finalement à partir des pratiques de jeu, et qui semblent assez essentielles au contexte pédagogique. Et donc je me demandais si, voilà, c'est une question très ouverte, mais si ça pouvait s'articuler. Écoute, oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, il y aurait beaucoup de choses différentes à travailler là-dedans. C'est par exemple une discussion que j'ai jamais finie avec Pierre-Yves Hurel sur la différence entre démocratie culturelle, démocratisation culturelle, sur le choix des jeux et le choix justement finalement de ce ressenti, de ce rapport ressenti finalement au jeu. Lui avait relevé un jour, on discutait de manière très ouverte, et lui avait relevé qu'il y avait un choix de jeu qui était très esthétique, souvent dans les différents travaux, que ce soit des expositions ou des ateliers. Et lui avait relevé qu'il y avait peut-être justement une orientation qui était justement très, très marquée socialement dans ce choix, avec, je n'ai pas employé le terme, mais je vais le dire parce que je l'avais écrit en gras,
avec cette idée d'une culture légitime, pour tout dire bourgeoise, et que alors en fait que tous les jeux avaient finalement la possibilité d'évoquer, de faire vivre une expérience sensible de qualité, quelle qu'elle soit. Maintenant, si tu veux, je peux te raconter plein d'histoires sur des expériences sensibles qui ont été partagées, mais c'était plutôt dans une optique muséale. Enfin, muséale, c'était un pied 10, et dans les expositions que j'ai pu faire depuis. Dans un cadre scolaire, éducatif, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de cadrer, d'orienter une verbalisation, puisque l'apprentissage va inévitablement passer par une verbalisation. Je suis en train de travailler ici à la 4e version de l'atelier, enfin du manuel, qui en fait est un travail collectif. Hein. Moi, je le coordonne maintenant. Et donc, j'ai la chance d'avoir comme intervenante Isabelle Arvers, dont vous connaissez peut-être le travail, qui est dans l'espace francophone la toute première à utiliser le machinima pour travailler des questions esthétiques. Et donc, elle va rédiger un chapitre là-dessus. Et j'attends d'elle justement presque de répondre à ta question, c'est-à-dire quels outils on utilise pour travailler un apprentissage qui est compliqué à verbaliser. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à ta question. Si, complètement. Si, tu réponds vraiment concrètement à ma question qui n'était pas si bien formulée que ça. Il n'y a pas d'autres questions, parce que sinon j'en ai une petite de derrière les fagots. Je vais peut-être répercuter juste le commentaire de Thomas. Tu peux le faire toi-même, Thomas, si tu le souhaites, mais je ne sais pas si ta connexion va coopérer. Mais il disait que peut-être qu'une idée intéressante, ce serait de croiser ici jeux vidéo et les pratiques de l'EPS, donc éducation physique. Et oui, je pense qu'on a le même cycle en Belgique. Oui, juste pour dire 2 mots, effectivement, enfin, du moins dans moi, ce que je travaille, c'est vraiment cette qualité du mouvement. Et en fait, je me suis rendu compte que l'éducation physique, ce que ça travaille, c'est justement cette prise de conscience de soi, de son corps et de l'imaginaire qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'il y aurait sûrement des choses dont on peut s'inspirer sur la structuration des... Si on veut vraiment travailler ces côtés expérience sensible du mouvement et de l'effort, il y aurait vraiment des choses à aller chercher dans les méthodologies de l'EPS pour vous apprendre à placer le volant en badminton, puisque ce qu'on juge en EPS, c'est pas la compétition, c'est au contraire votre capacité à vous servir de votre corps. Donc il y aurait des inflexions à faire par rapport au côté artistique du jeu vidéo, mais je pense que c'est par là qu'il faudrait aller. Enfin, c'est une piste possible en tout cas pour cette beauté technique dont je parlais dans ma communication. C'est super intéressant, merci, et ça donne vraiment des idées, plein d'idées d'animation.